Bonsoir à tous, bienvenue à une nouvelle conférence pratique dentaire où on va s'intéresser au scellement de sillons. Les scellements à titre préventif que l'on connaît bien dans le cas de sillons infractueux non cariés, mais aussi aux scellements dits thérapeutiques qui sont peut-être un petit peu plus récents et qui sont certainement moins réalisés. Pour donner toutes ces indications, ces recommandations, ces informations, j'ai fait appel au professeur Sophie Doméjean, qui est PUPH de l'Université de Clermont-Ferrand, qui est notamment l'auteur de nombreuses publications sur l'intervention minimale et la cariologie. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en allant cliquer sur l'icône Q et R qui se situe en bas à droite de votre écran. On y répondra à la fin de l'intervention. Et je laisse d'abord la parole au docteur Benoît Perrier, qui est président de l'UFSBD, pour présenter le sujet et développer sur l'importance de la réalisation de ces actes. Et puis après, notre conférencière interviendra. Benoît, je te laisse la parole. Merci Xavier, merci Sophie d'intervenir ce soir pour nos confrères. C'est un thème qui nous est cher, le scellement préventif, puisque c'est effectivement un acte vraiment qui a un sens, hein, nous, dans notre approche, effectivement, d'éviter au maximum les pathologies carieuses qui sont des pathologies évitables. Et on a des actes professionnels, au-delà de ce qu'on peut faire à domicile aussi, qui aident à cette prévention. Et quand on a travaillé notamment récemment sur les dernières données du système national de santé, on voit qu'il y a des différences de pratiques importantes au sein de la profession, avec des praticiens sans doute qui ont peur de passer à l'acte sur ces actes qui sont récents, on va dire, à l'échelle de la prise en charge, mais carrément anciens, parce que ça a quasiment 20 ans maintenant, un peu plus de 20 ans que ça a été pris en charge par l'assurance maladie. Et donc, on trouvait très intéressant qu'on puisse reparler de ces mentions, notamment pour tous les praticiens qui n'osent pas forcément passer à l'acte actuellement. Et on voit que souvent, il y a une question un peu de génération. C'est de temps en temps les plus anciens qui, effectivement, sont plus dans ces âges proches de scellement de sillon, notamment parce qu'ils ont bénéficié de toute la formation continue qui s'était mise en place pour accompagner ce nouvel acte à l'époque, qui peut-être n'a pas eu le même impact sur des jeunes confrères qui n'ont pas bénéficié, on va dire, de cet effet de création d'un nouvel acte qui est maintenant inclus dans la pratique au quotidien. Donc, je vais laisser intervenir le professeur Sophie Doméjean qui va vous présenter effectivement cette différence entre scellement préventif et thérapeutique, qui est une notion très intéressante. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction, pour l'invitation à partager donc ce moment tous ensemble sur les scellements, donc aussi bien préventifs que thérapeutiques. Je voudrais commencer mon intervention en rappelant quelques chiffres sur l'utilisation des scellements par les praticiens en exercice en France. Alors, en 2015, nous avons réalisé une enquête par questionnaire auprès d'un échantillon randomisé de 2000 praticiens français. C'était un travail à propos de l'évaluation du risque carieux et des scellements en général. Et donc, nous avons notamment demandé aux praticiens s'ils réalisaient des scellements, aussi bien préventifs que thérapeutiques, en routine dans leur exercice professionnel. Il n'y avait que 10% des répondants qui disaient ne pas réaliser de scellement préventif. Et quand on leur posait des questions sur les scellements thérapeutiques, c'était à peu près moitié-moitié. La moitié des praticiens disant faire, mais bon, l'autre moitié disait ne jamais réaliser de scellement thérapeutique dans leur exercice quotidien. Vous vous doutez bien que si aujourd'hui nous parlons de ces scellements préventifs et thérapeutiques, c'est qu'ils ont tous deux un intérêt dans la pratique clinique. Et j'espère qu'à l'issue de la présentation, ceux qui peuvent être un peu anxieux par rapport ou inquiets par rapport à la réalisation des scellements thérapeutiques et ce qui se passe dessous seront rassurés. Alors, ce qui est intéressant déjà de voir, c'est que scellement, donc on a une seule terminologie, scellement, avec deux indications totalement différentes. Scellement préventif, c'est de la prévention primaire. On veut que les faces saines restent saines. Et l'objectif du scellement, c'est de rectifier des surfaces très anfractueuses, porteuses de pluie et de sillons, pour éviter la rétention de plaques dentaires. L'idée, c'est de réaliser un acte transitoire
tout le temps où le risque carieux du patient sera élevé. À l'inverse, les scellements thérapeutiques sont du domaine de la prévention secondaire et sont utilisés lorsque le patient présente des lésions carieuses non cavitaires. Ça peut être des lésions qui vont du stade ICDAS 1 au stade ICDAS 4, ou alors en cas de doute sur la présence d'une lésion carieuse. Alors, lésion carieuse, ICDAS, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Un bref rappel. Stade 1, on a une lésion carieuse qui n'est visible qu'après séchage de la face. Et histologiquement, on est sur une lésion carieuse qui peut toucher jusqu'à la moitié de l'épaisseur de l'émail. ICDAS 2, c'est une lésion qui est visible sans séchage. Et l'histologie montre que la lésion généralement touche toute l'épaisseur de l'émail et jusqu'à la jonction amylo-dentinaire. 3, on a déjà une atteinte dentinaire avec une toute petite cavité. Et 4, on a une atteinte dentinaire avérée qui peut être d'assez grande importance, mais sans effondrement de l'émail. Et donc, la lésion, notamment sur les faces occlusales, est visible par transparence des teintes qui peuvent aller du nacré au très foncé, au travers de l'émail non effondré. Et on va décrire qu'en fait, on peut utiliser des scellements thérapeutiques sur des lésions qui sont somme toute assez avancées. Là, l'idée, c'est d'isoler les tissus cariés et les bactéries cariogènes de leur milieu nutritif. Et on expliquera tout à l'heure ce qui se passe sous les scellements thérapeutiques. Et bien sûr, donc, il y a une lésion carieuse. L'idée, c'est de sceller la face et la lésion de manière la plus définitive possible, puisque l'idée, c'est de garder le scellement intègre toute la vie du patient. Et là, l'indication, donc, c'est plus pour des patients à risque carieux géré, et notamment dont on va pouvoir assurer un suivi régulier pour intercepter les échecs éventuels et la reprise du processus carieux, donc de ces lésions carieuses. Donc, nous allons d'abord parler des scellements préventifs. L'idée, donc, c'est de rectifier des zones de rétention de plaques sur toutes les faces porteuses de pluie et de sillons, une non-fractuosité. Alors, déjà, une petite information, ça peut en effet concerner toutes les faces occlusales des dents postérieures, prémolaires et molaires, mais toutes les autres faces qui portent des pluies et des sillons. Ça peut être des incisives ou des canines maxillaires au niveau de leur cingulum. Sur les images qui sont présentées, là aussi, on peut voir qu'il y a différentes anatomies de sillons et le but du scellement, ce n'est pas forcément de pénétrer toute l'anfractuosité, les anfractuosités des sillons, mais vraiment de faire une forme de couvercle sur ce sillon pour donc gommer les irrégularités. Alors, quand on parle de scellement de sillon, il faut quand même regarder ce qui se passe dans les recommandations françaises. La Haute Autorité de Santé a édicté des recommandations en 2005, des recommandations qui sont donc déjà un peu anciennes, mais qui sont toujours en vigueur en France, qui sont disponibles sur Internet. Et le document donc parle de l'appréciation du risque carieux et des indications du scellement prophylactique des sillons des premières et deuxièmes molaires permanentes chez les sujets de moins de 18 ans. Quelles sont les conclusions? L'idée, c'est qu'il faut sceller dès que possible les premières et les deuxièmes molaires définitives lorsque le risque carieux individuel est élevé, et ce, pour tous les patients de moins de 20 ans. Donc, risque carieux élevé, ça veut dire qu'il faut évaluer le risque carieux de nos patients. Et je vous rappelle que les recommandations en vigueur en France, c'est de classer les patients en deux groupes, faibles ou élevés, risque faible ou risque élevé. Donc, les scellements préventifs s'adressent aux patients à risque carieux élevé. L'efficacité a été démontrée sur les premières molaires par le biais d'études cliniques longitudinales de bonne qualité.
L'indication pour les deuxièmes molaires repose sur un accord professionnel, donc une forme de consensus sur une efficacité plausible, puisque la plupart des études ont été réalisées donc sur la première molaire chez de jeunes enfants de 6 à 12 ans. Mais l'idée, c'est que si un salement est efficace sur une première molaire, il n'y a pas de raison qu'il le soit sur une seconde molaire, d'autant plus que la minéralisation post-éruptive coïncide avec l'adolescence, qui est une période à plus haut risque carieux. Alors, il est intéressant et important de noter qu'il n'y a aucun accord professionnel pour les patients à risque carieux individuel faible. D'une part, on n'a pas pu montrer que les scellements évitaient l'apparition de nouvelles lésions et le coût évité est aussi, lui, non démontré. La HAS rappelle qu'un scellement est uniquement une protection locale et qu'elle ne doit s'envisager qu'accompagnée d'autres mesures préventives. Elle ne les remplace pas, elle s'y ajoute. Et l'élément clé en carioprévention primaire reste actuellement toujours le fluor. Le fluor sous forme de dentifrice, le fluor sous forme de vernis essentiellement. Et on peut globalement dire que toutes les molécules qui ont été proposées en alternative au fluor aujourd'hui font l'objet de peu de preuves scientifiques ou des preuves scientifiques de très faible niveau. Donc, le scellement protection locale à utiliser en plus d'une couverture fluorée. Comme nous en avons parlé, donc le scellement s'intègre dans une démarche globale de gestion du risque carieux individuel. En bref, si votre patient ne change pas ses habitudes d'hygiène et ses habitudes alimentaires, sceller les molaires et même toutes les autres faces porteuses de plis et de sillon ne va pas forcément, enfin même pas forcément, ne va pas du tout régler le problème de fond. Les scellements nécessitent une surveillance régulière pour intercepter leurs éventuels échecs et s'ils sont fracturés, les renouveler si le risque carieux du patient est toujours élevé. Et c'est lié à l'idée que je viens de développer. Un scellement préventif défectueux doit être réparé, éventuellement renouvelé, tant que le patient reste à risque carieux élevé. Alors, quelle efficacité? Quelles sont les données que l'on a à notre disposition? Quelques chiffres. Bon, l'idée, ce n'est pas de retenir les chiffres, mais de retenir les conclusions globales. Voici des résultats issus d'une synthèse de littérature publiée par la Cochrane Collaboration. L'idée, c'est que lorsque l'on compare un scellement résine versus une absence de scellement, on a un autre ratio de 0,12. Ça veut dire qu'environ 80, entre les deux groupes, il y a 80% d'écart, donc en faveur là d'un scellement résine. Lorsque l'on regarde ce qui se passe entre scellement CVI et absence de scellement, là, point d'interrogation, ce n'est pas que les scellements au ciment varionomère sont inefficaces, mais il n'y a pas d'études cliniques sur le sujet qui ont été répertoriées dans cette synthèse de littérature parue en 2017. Idem lorsque l'on compare les scellements résine à ceux réalisés au ciment varionomère. Ces résultats donc portent sur des dents permanentes. D'autres résultats, si l'on compare seulement résine et vernis fluoré, là on a à peu près 30% de lésions carieuses évitées donc avec le scellement résine par rapport au vernis fluoré. Lorsque l'on combine scellement résine au vernis, là encore, on a une carioprévention accrue par rapport à celle que l'on peut avoir avec un vernis fluoré seul.
Et lorsque l'on compare seulement CVI versus vernis fluoré, là, les résultats s'étaient avérés non significatifs. Une autre synthèse de littérature parue sur le sujet des scellements préventifs a regardé déjà quels étaient les résultats en termes de carioprévention et de rétention si l'on regardait les scellements qui avaient été faits sur des prémolaires et des molaires. Et les résultats sont assez intéressants parce que c'est vrai que souvent quand on parle de scellements, on pense de suite aux molaires, mais comme je vous le disais en préambule, on peut aussi le faire sur d'autres dents, toutes les dents qui portent des plis et des fissures. Et si l'on regarde ce qui se passe sur les prémolaires, on se rend compte que la carioprévention est supérieure sur les prémolaires par rapport à celle enregistrée sur les molaires et la rétention de même. Si l'on compare les côtés droite-gauche ou si l'on compare les dents maxillaires mandibulaires, aucune différence significative en termes de carioprévention ou de rétention. Idem lorsque l'on compare les premières molaires permanentes aux deuxièmes molaires permanentes et les premières molaires permanentes aux deuxièmes molaires temporaires. Dans l'enquête de pratique que nous avions fait en 2015, nous avons aussi demandé aux praticiens en exercice en France s'ils utilisaient des scellements que chez les enfants, que chez les adultes, ou si il est réalisé aussi bien chez l'enfant que l'adulte. Là encore pour des scellements préventifs. Aucun ne faisait des scellements que chez les adultes, mais la majorité d'entre eux ne faisaient des scellements préventifs que chez les enfants, 76%. Donc en bref, il semblerait que peu d'adultes en France bénéficient des scellements préventifs. Et dans la littérature internationale, il y a plusieurs articles, là c'en est un exemple publié en 2010, qui dit que les scellements préventifs peuvent faire partie de l'arsenal thérapeutique, un arsenal préventif chez l'adulte. Donc, ayez en tête que les scellements ne sont pas uniquement pour l'odontologie pédiatrique, mais bien pour tous les patients à haut risque carieux. Chez l'adulte, ça peut être par exemple chez des patients qui ont eu une irradiation de la sphère orofaciale associée à une hypocyalie ou une ascialie. Quels sont les matériaux que nous avons à notre disposition et quel protocole opératoire? Globalement, il y en a deux. Les résines composites fluides, donc il faut utiliser des résines spécifiques, seulement des résines très fluides qui vont fuser par capillarité dans les puits et les sillons. Ce sont des résines qui ne sont quasiment pas chargées mécaniquement, donc il faut bien comprendre que le scellement va venir en toute petite épaisseur juste pour corriger les anfractuosités, ne doit pas interférer avec l'occlusion sous peine que le scellement se fracture et en fait est un effet complètement contraire à celui escompté puisqu'une lésion carieuse pourra se développer à bas bruit sous un scellement partiellement perdu ou fracturé. Pour les résines composites fluides, forcément, je suis hospitalo-universitaire, je vais vous dire qu'il faut poser la digue. Bien sûr, si vous travaillez avec une assistante, 4 mains, une aspiration chirurgicale, vous pouvez peut-être vous affranchir de la digue. Bon, idéalement, pose de digue. Mordançage acide avec de l'acide orthophosphorique à 37%, un rinçage aussi long que le temps d'application de l'agent de mordançage. On fait fuser directement de la résine sur l'émail préparé. On peut aider le matériau à fuser dans les anfractuosités avec une sonde. Aussi avec la sonde, on peut venir piquer les petites bulles qui peuvent se former éventuellement à la surface du matériau. Parce que si on laisse ces petites bulles, ça va être une zone de fracture privilégiée. On photopolymérise, on règle l'occlusion et le tour est joué. Donc, c'est une technique qui va assez vite. Il y a des gens qui ont essayé de voir si on nettoyait
la dent, la surface à sceller de manière différente. Alors, même avec de l'ozone, si on pouvait aussi nettoyer avec de l'air abrasion, est-ce qu'il fallait aussi interposer un adhésif en complément de cette résine composite fluide? Les résultats montrent qu'en fait, ça n'apporte rien. Donc, en fait, je serais tentée de vous dire, la technique est extrêmement simple. Gardons-la simple et ne pas surajouter ou de la chlorhexidine. Cet après-midi, j'ai eu une journée de formation continue à la faculté de Clermont. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais j'ai déjà entendu aussi qu'on pouvait mettre de l'hypochlorite de sodium. Peut-être que ça n'interfère absolument pas avec le collage. Cependant, la technique de scellement n'est pas décrite, par exemple, avec une décontamination avec de l'hypochlorite de sodium. Gardons la technique la plus simple possible. L'autre matériau que nous avons à notre disposition, c'est le ciment verionomère et particulièrement le ciment verionomère haute viscosité. À utiliser en technique ART, Aromatic Restorative Treatment, donc sans utilisation d'instruments sophistiqués et sous pression digitale. C'est, je pense, la seule obturation au doigt qui est autorisée en odontologie. L'idée, donc, c'est de nettoyer la surface à sceller, même avec la pointe d'une sonde pour débarrasser des débris alimentaires et de la plaque dentaire. Nettoyer la surface tout simplement à l'eau. Alors là, l'exemple, bon, c'est un modèle en résine, mais c'est un exemple pour montrer que la RT, c'est quelque chose qui est très simple et qui ne nécessite pas l'utilisation d'instruments rotatifs. Donc, la technique originale, c'est de rincer et de sécher avec des boulettes de coton. On met du ciment verionomère en excès sur la face à sceller. On enduit l'index ganté d'un peu de vaseline et on va appuyer en faisant des petits mouvements de rotation sur le ciment verionomère. Il a été montré, validé scientifiquement, que cette technique de pression digitale permettait aux matériaux de fuser dans les anfractuosités et que cela augmentait la rétention du matériau. On fera attention de ne pas retirer le doigt de manière perpendiculaire à la table occlusale, mais d'écraser le doigt sur la face occlusale pour ne pas décoller le ciment verionomère qui est en train de prendre. On enlève les excès avec un instrument à sculpter, une spatule à bouche ou un excavateur. On règle l'occlusion et on réenduit la surface scellée avec un petit peu de vaseline. Là encore, le tour est joué. On n'a pas besoin de poser la digue, juste l'isolation de la dent avec des rouleaux de coton salivaire est parfaitement adéquate. Surtout que lorsque l'on parle seulement préventif, on peut être amené à sceller des dents en cours d'éruption. Donc, si on veut mettre une résine, il faut mettre la digue, mais si la ligne de plus grand contour de la dent n'est pas accessible et toujours incluse, la digue, on ne pourra pas la poser. Donc, le matériau sur les dents en cours d'éruption, le matériau de choix, je dirais, est plutôt le ciment verionomère. Pour ce qui est de la cotation, alors les scellements préventifs sont inscrits dans la nomenclature générale des actes professionnels depuis janvier 2001 et ont été repris dans la classification commune des actes médicaux. Et là, les différentes cotations que vous voyez, c'est en fonction du nombre de dents scellées. Il y a quand même quelques limites. Alors, c'est un SC9 par scellement, 21,69 €. Un seul remboursement, pour les premières et deuxièmes molaires lorsque le risque carieux est élevé chez les patients de moins de 14 ans. Alors, risque carieux élevé, ça veut dire qu'il faut évaluer le risque carieux. S'il y a un code pour l'évaluation du risque parodontal, il n'y a toujours malheureusement pas de code pour l'évaluation du risque carieux. Et on peut se dire qu'il y a quand même une inadéquation entre ces données CCAM et les recommandations de la Haute Autorité de Santé en la matière qui ont été faites en 2005.
Et l'idée, c'est que ça serait déjà bien qu'il y ait une harmonisation des recommandations de la HAS avec l'âge, la possibilité de réintervention, puisque la HAS dit bien que dès lors que le risque carieux reste élevé, si un scellement est défectueux, il va falloir le remplacer ou le réparer. Et ça serait peut-être bien de prendre aussi en considération des dents autres que les molaires, puisque les scellements préventifs, je le rappelle, peuvent être réalisés sur toutes les dents et toutes les faces porteuses de pluie et de sillon. Nous allons donc maintenant passer au scellement thérapeutique. Alors, je vous rappelle la diapositive que je vous ai montrée tout à l'heure. On va voir, globalement, c'est la même technique opératoire, mais pour des indications complètement différentes. Là, on est sur de la prévention secondaire. Il y a une lésion où on a un très fort doute sur la présence d'une lésion. Et ce que l'on veut, c'est donc priver la lésion du milieu nutritif, des sucres en fait, apportés par l'alimentation pour enrayer le processus carieux. Donc, je vous rappelle, il semblerait qu'en pratique quotidienne en France, les scellements thérapeutiques soient vraiment trop peu considérés. Alors, quand on donnait la phrase suivante, il existe des preuves scientifiques de l'efficacité des scellements des lésions carieuses non cavitaires aux praticiens, on leur demandait leur degré d'accord avec cette affirmation. On peut voir dans le petit tableau que 38% des praticiens étaient soit neutres, donc ne savaient pas, ou étaient en désaccord total avec cette petite phrase. Et c'est bien dommage. Il semblerait que là, quand on a fait notre enquête en 2015, les données scientifiques n'étaient pas appréhendées par les dentistes à propos des scellements thérapeutiques, parce qu'on va voir que vraiment, les scellements thérapeutiques ont un réel intérêt pour la prise en charge des lésions carieuses, qu'elles soient améllaires et dentinaires, dès lors qu'il n'y a pas de grosse perte de substance. Pour parler des scellements thérapeutiques, j'avais envie de répondre à 5 questions. Est-ce que c'est une technique récente? Est-ce que c'est une technique efficace? Bon, vous vous doutez bien que la réponse va être oui, c'est efficace. Donc, on va essayer de voir ce qui se passe sous un scellement thérapeutique. Quelles sont ses indications et quel protocole opératoire nous allons pouvoir mettre en œuvre. Alors, est-ce que c'est une technique récente? Alors, si je prends mon cas personnel, j'ai été diplômée en 1993. Je n'avais pas entendu parler des scellements thérapeutiques dans ma formation initiale. Et si je n'avais pas fait de formation continue sur le sujet, peut-être que je ne saurais pas ce que c'est. Pourtant, c'est une technique qui n'est pas récente puisqu'elle a été décrite pour la première fois dans la littérature internationale en 1985. Donc, c'est quand même étonnant que depuis la description de cette technique, seuls 50% des praticiens français, alors là c'était en 2015, ne connaissaient et n'utilisaient cette technique en routine. Et malheureusement, bien que cette technique soit une technique ancienne, on va voir sous-tendue par de nombreuses preuves scientifiques, elle n'est toujours pas prise en compte dans la CCM. Est-ce que c'est une technique efficace? En fait, toutes les études cliniques sur le sujet justifient le scellement des lésions carieuses non cavitaires chez l'enfant, l'adolescent, les jeunes adultes. La référence que j'ai mise, Bill, c'est une de mes anciennes étudiantes, une jeune praticienne qui avait fait sa thèse d'exercice avec moi, et l'objet de son travail, c'était une synthèse bibliographique sur tout ce qu'on pouvait trouver sur les scellements thérapeutiques. Ce qui est intéressant, c'est que certaines études montrent que dans le temps, scellement thérapeutique ou restauration traditionnelle, elles ont le même effet. Donc, différences non significatives. Mais ça veut dire quoi? Que entre mutiler une dent, une procédure plus longue où on va poser la digue, mettre en œuvre des résines composites, ou une technique de scellement très simple, qu'est-ce qu'il faut choisir? Moi, je suis tentée de dire, choisissons pour nos patients la solution la plus rapide,
la plus simple et la plus conservatrice en termes de tissu dur. Et il y avait d'autres études qui montraient que les scellements thérapeutiques augmentaient la longévité de la dent sur l'arcade. Mais globalement, on peut dire que toutes les études cliniques sur le sujet justifient l'utilisation des scellements thérapeutiques. Dans la phrase qu'il y a là, on s'arrête aux jeunes adultes. Pourquoi? Ce n'est pas que ça ne marche pas, a priori, sur un patient plus âgé, c'est juste que ça n'a pas été étudié. Voilà. Il y a des praticiens, enfin des auteurs qui ont fait des études qui peuvent, qui ont géré des cas cliniques qui peuvent vous sembler un peu risqués. Mais il y a des auteurs qui montrent que même si l'on scelle une lésion carieuse qui touche le tiers moyen de la dentine, il ne se passe rien. Alors, on est bien d'accord qu'il faut des patients à risque carieux gérés pour pouvoir réaliser de tels actes. Mais si l'on considère la cinétique du processus carieux qui est assez lente, moi, je pense que ça vaut franchement la peine d'essayer. Il faut se dire que sous couverture fluorée, une lésion carieuse évolue très, très, très lentement. Il va falloir au moins 4 ans pour qu'une lésion évolue au niveau du tiers moyen de la dentine. Donc, tout va dans le sens. L'idée, c'est de retarder le plus possible l'étape chirurgicale. Je fais une anesthésie, je coupe des tissus durs et je fais une restauration traditionnelle. L'idée, c'est d'aller vraiment vers des interventions les moins invasives possibles. Alors, que se passe-t-il sous un scellement thérapeutique? Il y a des auteurs qui ont fait des scellements sur des dents, notamment des 8 qui étaient planifiées pour avulsion avec de grosses lésions carieuses, et ils ont donc scellé et ensuite extrait les dents, avulsé les dents et regardé ce qui se passait sous le scellement. On se rend compte que le nombre de bactéries présentes dans les lésions diminue. La réduction augmente avec le temps, c'est-à-dire que si on extrait la dent, enfin là c'était sur des dents extraites, mais à 1 mois, 6 mois, 1 an, plus le scellement était ancien, plus la réduction du nombre de bactéries était importante. La viabilité des bactéries diminue. Les bactéries qui résistent ne produisent plus d'acide parce qu'elles sont privées de substrat fermenté, elles sont privées de sucre. Donc en fait, sous le scellement, il ne se passe plus rien. Quelles sont les indications des scellements thérapeutiques? Donc, je vous l'ai déjà dit en préambule, pour des lésions améllaires, dentinaires, non cavitaires, donc on va aller de l'ICDAS 1 à 3, éventuellement 4. Voilà. Mais l'idée, je dirais, si l'on hésite entre un scellement thérapeutique et un traitement restaurateur classique, essayez la solution la moins invasive. Chez un patient coopérant à qui vous allez pouvoir expliquer le bien fondé, l'intérêt du scellement thérapeutique, vous allez le suivre. Il ne vous en voudra pas s'il y a un échec, surtout que, bon, encore une fois, j'insiste sur la cinétique du processus carieux. C'est une cinétique globalement assez lente. On ne va pas en quelques mois passer d'un ICDAS 1 à une pulpite aiguë irréversible. Voilà, c'est juste impossible. Une autre indication, c'est incertitude sur la présence d'une lésion carieuse. D'ailleurs, ce qui m'amuse de dire, c'est que je pense que parfois, il y a des praticiens qui font des scellements préventifs et qui sont très sûrs de leur technique. En fait, ils sont déjà dans le scellement thérapeutique. La seule chose, ils n'avaient pas les outils diagnostiques assez puissants pour voir que finalement, il y avait certainement déjà une lésion carieuse subclinique déclarée en cours d'évolution. Et ça pose pas, en fait, ça posait pas de problème de conscience de sceller cette face-là. Parce que la détection des lésions carieuses, ce n'est pas forcément une science exacte non plus. Mais toujours est-il qu'en cariologie, il faut toujours être le moins invasif possible et le moins interventionniste possible. Et il vaut mieux être dans le sous-traitement que dans le surtraitement. L'idée étant que les scellements thérapeutiques
certes, s'adresse à des patients dont le risque carieux est géré, facteur de risque géré, et qui peuvent s'astreindre à un suivi régulier pour, bien sûr, intercepter les éventuels échecs donc, de ce saignement thérapeutique. Quel protocole opératoire on a à notre disposition? Exactement les mêmes que pour les saignements préventifs. Des résines composites fluides, utilisées sans interposition d'adhésif sous la résine, ou des saignements au ciment verionomère, notamment haute viscosité, donc avec la technique de pression digitale validée scientifiquement. Alors, si on regarde un petit tableau rapide de comparatif des deux techniques, bon, certes, on a une résine composite qui est un matériau très fluide, avec à côté un ciment verionomère haute viscosité, bon, comme son nom le dit, haute viscosité, qui va être utilisé donc avec la technique du press finger. Pour le composite, la rétention est micromécanique, grâce notamment aux anfractuosités faites à la surface de l'émail avec le mordançage acide, alors qu'il va y avoir une cohésion, une adhésion chimique, un échange ionique entre le ciment verionomère et l'émail. Idéalement, une résine composite se réalise sous digue, alors que le ciment verionomère, je dirais, supporte plus un à peu près opératoire. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre dans la salive, mais sur les dents en cours d'éruption, chez les enfants peu coopérants, je pense que le ciment verionomère est nettement plus facile à placer que la résine composite. Les résines composites, d'une manière générale, s'adressent plus à des patients à risque carieux géré, alors que le ciment verionomère est un matériau de choix grâce notamment au relargage en fluor pour les patients à risque carieux plus élevé. Donc, si on regarde ce tableau, on peut se dire que pour les saignements thérapeutiques, on va peut-être favoriser les résines composites et les ciments verionomères pour les saignements préventifs. Si on regarde un peu dans la littérature ce qui se passe pour comparer donc résine et CVI, en termes de cario-prévention primaire, on n'a pas ou peu de données. Et pour ce qui est de la rétention, donc là, il semblerait que la rétention soit augmentée lorsque le saignement est fait avec de la résine par rapport au CVI. Ça va encore appuyer l'idée que pour un saignement thérapeutique, il est peut-être plus intéressant de poser une résine plutôt qu'un ciment verionomère. Bon, là, je vais arriver au temps de la conclusion. Donc, je rappelle une terminologie, deux indications. Parfois, la frontière entre j'ai réalisé un saignement préventif, j'ai réalisé un saignement thérapeutique est assez floue parce que peut-être qu'on n'aura pas vu une lésion. Voilà, et qu'on sait faire du préventif, on est déjà dans le thérapeutique. Mais sinon, si les concepts sont quand même assez différents, acte transitoire, acte définitif, rectifier les zones de rétention de plaques et isoler les bactéries cariogènes de leur milieu nutritif, globalement, c'est un seul et même protocole opératoire. Je voulais quand même aussi rappeler les fondements de l'intervention minimale en cardiologie qui ont été rappelés en 2017 par la Fédération dentaire internationale. Et l'idée, donc, c'est d'être le moins invasif possible et conserver les dents fonctionnelles tout au long de la vie. Il y a 6 points clés. Détection précoce des lésions carieuses, évaluation de leur activité et évaluation du risque carieux. La reminéralisation de l'émail et de la dentine touchée par le processus carieux. Là, c'est très clairement les agents fluorés qui vont être les acteurs majeurs. La mise en œuvre de mesures visant à ce que les dents saines restent saines, ce n'est pas une erreur de copier-coller. Voilà, là, on est vraiment dans la prévention primaire. Intervalle de rappel déterminé au cas par cas. Des procédures restauratrices invasives à minima pour augmenter la longévité de la dent sur l'arcade. Et enfin, les réparations des restaurations défectueuses plutôt que leur remplacement complet. Les saignements préventifs et thérapeutiques concernent directement 3 points donc, de ces 6 points clés d'intervention minimale. Mise en œuvre de mesures visant à ce que les dents saines restent saines, c'est le saignement préventif, prévention primaire.
Procédure restauratrice invasive à minima ou non invasive, c'est le salement thérapeutique. Et un point que je n'ai pas encore développé, mais qui est intéressant à retenir, c'est la réparation des restaurations défectueuses plutôt que de leur remplacement. Les salements thérapeutiques aussi peuvent être faits pour combler les marges ouvertes de restauration défectueuse. Voilà, si on juge que finalement l'occlusion est toujours satisfaisante, que l'aspect fonctionnel de la restauration est respecté, on peut ne pas déposer toute une restauration, mais simplement sceller en faisant fuser une résine composite fluide ou un ciment verionomère, là encore en press finger, dans ces marges ouvertes. J'aimerais partager avec vous une question qui a fait partie d'une enquête par questionnaire, une autre enquête par questionnaire, une enquête de pratique que j'avais réalisée en 2001, 2002 et 2012. On montrait notamment cette face occlusale avec la radiographie qui va avec. On demandait, pensez-vous qu'il y a une lésion carieuse et quelle attitude thérapeutique adopteriez-vous ? Voilà les résultats que nous avons eus. Alors déjà, on peut voir qu'il y a une grande variation dans l'approche diagnostique sur la présence ou non d'une lésion. Alors, je ne sais pas, moi personnellement, je dirais qu'il n'y a pas de lésion, bien que les sillons soient légèrement ouverts. Mais là, j'ai focalisé l'attention sur les 15% des praticiens qui disaient « je suis incertain ». On leur demandait ensuite, donc, votre patient imaginaire, 20 ans, actuellement, tous les facteurs de risque sont sous contrôle, il se brosse les dents, il vient vous voir régulièrement, que feriez-vous ? Les résultats, moi, je trouve, sont assez surprenants parce que, en bref, ces 15% de praticiens ne savaient pas s'il y avait une lésion, mais près de la moitié d'entre eux disaient je vais faire un traitement invasif. Donc, en fait, je ne sais pas s'il y a une lésion, mais je vais prendre ma fraise au cas où et couper. Je me fais toujours cette réflexion. Je pense qu'en odontologie, l'odontologie est certainement une des seules disciplines de la médecine où on coupe un bout du corps humain sans savoir vraiment s'il y a quelque chose ou pas. Je pense qu'avant de couper une phalange, si on est incertain, moi personnellement, je serais incertaine, mon praticien serait incertain sur un bobo que je peux avoir une phalange, j'aimerais pas trop qu'il me la coupe pour voir au cas où, quoi. Bon, alors, c'est clair qu'une main, un doigt, une dent, ça n'a pas la même incidence, mais je ne sais pas si c'est parce qu'on s'appelle chirurgien dentiste et qu'il faut qu'on aille couper, mais être incertain sur la présence d'une lésion et aller couper un organe sain, moi, ça me laisse toujours un petit peu rêveuse. Alors, pour conclure, je vais vous dire, je n'ai pas Facebook. Ça ne me fait pas envie. Toujours est-il que j'ai des amis qui se font un malin plaisir de partager avec moi des cas cliniques qui glanent sur Facebook en se disant de toute façon, Sophie, ça va vraiment la faire réagir. Et je voulais partager avec vous un de ces cas cliniques de dentisterie, alors vous allez voir, de la dentisterie restauratrice, de qualité d'un point de vue purement technique, mais à mon avis qui est iatrogène et qui peut être associé à de la mutilation. Donc voilà le composite qui a été réalisé. Alors c'est vrai que même la face occlusale en bas à droite est presque plus jolie, jolie si c'est ça le but de la dentisterie, que la face occlusale en haut à gauche. Moi, certes, je n'ai pas la radio, mais en connaissant la classification d'ICDS, je ne vois pas de lésion carieuse sur cette face occlusale en haut à gauche. Quand je vois la préparation cavitaire qui a été faite, qui tout au plus touche la jonction amyloidentinaire, je me pose franchement la question de l'intérêt de ce traitement restaurateur, qui pour moi est de la mutilation. Voilà.
Donc, je vous remercie pour votre attention et je voulais vous montrer donc, sur cette dernière diapositive un article que j'ai coécrit donc, avec Benoît Perrier et Michel Muller-Bola, donc Osons les saignements préventifs et thérapeutiques, article que vous pouvez retrouver sur Internet. Je vous ai aussi remis mon adresse email et bien sûr, s'il devait y avoir des questions plus tard. Bon, peut-être là, il va y avoir des questions à l'issue de la présentation, mais si d'autres questions vous reviennent et se posent à vous, si vous avez besoin de plus de bibliographie sur le sujet, je reste à votre disposition. Je vous remercie.